Bien, on se retrouve ce soir, sans transition aucune. Hop, les petits pop-up, sans transition aucune puisque j'ai eu un petit problème de son au début, problème qui est réglé. Tout va bien, donc nous nous retrouvons ce soir pour la troisième et dernière partie de nos duomos italiens. Nous allons là aussi voyager du nord au sud, même parcourir quelques îles. On va avoir des duomos méconnus, mais aussi quelques-uns parmi les plus connus de la botte. Toujours avec le même objectif, essayer de faire découvrir en quelques minutes bien ces bâtiments, et puis bien sûr classer, ordonner les choses, et toujours avec l'humilité de dire que si ça vous intéresse, ne vous contentez pas bien sûr de ce que je vous dis là. Et si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, allez les voir. Voilà, ceci étant dit, lançons-nous donc dans cette troisième et dernière partie qui va receler quelques joyaux architecturaux. Alors, passons donc le diaporama, hop, en transition. Alors, on est encore ici dans les Pouilles. J'aurais pu peut-être éviter de découper la région sur 2 épisodes, mais tant pis. Et nous sommes ici au Duomo Santa Maria Assunta de Trani, dans les Pouilles. Donc Trani, au-delà d'un nom rigolo, c'est une ville moyenne de 50 000 habitants. Une municipalité romaine dont on ne sait pas grand-chose sur sa fondation, et puis qui va alterner bien entendu entre byzantins, lombards, sarrasins, puis normands. C'est un port important à cette époque-là, notamment un lieu d'embarquement très fréquenté pour la croisade, qui est une ville plus populeuse que Bari à l'époque. Donc Trani, hop, je bouge le diapo, on est bien, parfait. Et donc la ville sera ensuite angevine, aragonaise, espagnole, puis italienne, et elle perd de son importance régionale, et donc nationale à partir du 19e siècle. Alors la basilique de Trani, que vous voyez là, parfois appelée cathédrale Saint-Nicolas Pèlerin, du nom d'un pèlerin grec en route pour Rome et mort à Trani après avoir accompli quelques miracles, eh bien c'est un excellent témoignage du roman apulien, construite en plus en pierre de Trani, donc en pierre locale, qui est un tuf calcaire extrait des carrières de la ville. Elle se distingue aussi, comme vous l'avez vu au début, par sa position à côté de la mer, et donc sa visibilité de tous côtés. Et son histoire commence donc avec Saint Nicolas Pèlerin, qui est mort en 1094, qui sera canonisé en 1098. La première pierre du bâtiment est posée en 1099 sur les lieux, bien comme d'habitude, d'un premier édifice religieux qui avait été bâti au 4e, puis un second au 8e. Et malgré une consécration dès 1143, eh bien, l'édifice est généralement considéré comme achevé en 1200, à part pour le clocher, ce qui reste dans l'ensemble, on va dire, assez tôt dans la moyenne des édifices que nous avons vus jusqu'à présent. Alors, de l'extérieur, comme on l'a dit, sa position excentrée rend le Duomo visible de la terre comme de la mer. L'édifice, comme vous le voyez, est légèrement surélevé, présente des arcs aveugles arabisants et une porte. Alors c'est une réplique de la porte originale en bronze de 1175, mais la porte originale était exposée à l'intérieur. Donc vous voyez sur la façade les 4 fenêtres, la rosace, la forme de la façade aussi qui montre bien les 3 nefs. Vous voyez aussi à l'arrière le transept. Alors là vous ne le voyez pas, mais hop, ici on le voit, le transept très massif, qui est assez original. Et vous voyez à côté le clocher, commencé en 1230, achevé au siècle suivant, et puis vous voyez ces ouvertures dont le nombre de lancettes s'amplifie en montant pour alléger la masse. Voilà, donc on passe de 2 à 3 à 4 à 5. Je vous mets le clocher ici. Alors vous voyez aussi le grand arc brisé à sa base, qui était pensé pour laisser passer les gens, puisqu'on est sur une place importante, place de marché, place d'échange, et qui a conduit, bien vu ce choix audacieux fait par les bâtisseurs, à ce qu'il soit
entièrement démonté ce grand arc et remonté dans les années 50 pour éviter son effondrement. Alors l'intérieur, comme vous le voyez, est assez austère. On voit les trois nefs avec les colonnes jumelles, et cet aspect, on va dire, austère, eh bien, il vient des restructurations faites, et notamment les dernières au XXe siècle, qui ont décidé de la suppression de tous les éléments postérieurs au Moyen-Âge. En fait, l'église, un peu comme à Assise, on le voit donc sur cette surélévation de la façade, elle est double. On a donc cette église supérieure et une église inférieure avec donc les cryptes, notamment la crypte Santa Maria qui date en fait de la construction précédente. Alors à titre personnel, pour ce Duomo, alors il manque peut-être un petit peu de majesté, mais encore une fois il a cette espèce de sérénité romane tranquille, cette beauté simple. Après, autant je n'aime pas les ajouts postérieurs, autant je suis pas fan non plus des suppressions trop brutales, parce que on ne retrouvera jamais un bâtiment tel qu'il fut. Ceci étant dit, je pense... Alors il faut que je fasse la transition. Hop. Je pense que le Duomo de Trani ira au milieu. Il a, comme j'ai dit, une certaine beauté, et puis il y a cette situation au bord de la mer qui est assez plaisante quand même, et assez originale. Donc voilà pour ce Duomo de Trani. Ensuite, repassons au diaporama. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, on se transporte maintenant jusqu'en Sardaigne, jusque Cagliari, et le Duomo Santa Maria Assunta et Santa Cecilia de Cagliari. Alors Cagliari, bon, c'est une grosse ville d'1,5 million d'habitants, c'est bien entendu la capitale de la Sardaigne. C'est une histoire millénaire, hein, depuis l'âge du bronze, des Sardes, des Phéniciens, de Carthage, de Rome, des Vandales aussi que j'oublie, de Byzance, des différents judicats, et puis après donc de Gênes, de l'Aragon, voilà, puis du royaume de Sardaigne. Une histoire riche, hein, on peut le dire. Et alors, qu'en est-il du Duomo ? Il est dû, son architecture s'en ressent, on le verra par la suite. Il est dû d'abord aux Pisans, bâti à partir de 1217, même si, semble-t-il, la première mention de son existence est postérieure. Et il se retrouve, construction par le dominateur de l'époque oblige, eh bien en plein quartier médiéval fortifié, d'où le nom aussi qu'il porte de cathédrale du château. Je crois qu'on voit assez bien ici cette situation assez originale. La cathédrale a donc ce style roman pisan, divisé en 3 nefs, on le voit très bien sur la façade, que je vous remets ici, et façade qui est passée par de nombreuses restructurations, on va y venir. Alors je vous remets la façade ici, voilà, comme ça on la voit bien. Donc le Duomo va s'agrandir au fil des siècles du transept, du clocher fenêtré, de différentes chapelles, et en 1669, la façade et les intérieurs sont entièrement refaits en style baroque, réfection qui dure jusqu'en 1704 et qui efface l'église d'origine et y ajoute une coupole octogonale. Cette façade baroque, elle sera détruite au début du XXe siècle, c'est ce qu'on voit donc sur cette image, et la cathédrale en fait restera nue jusqu'aux années 30, qui est la date de reconstruction de cette façade néo-romane actuelle en style pisan, en cédant des rares morceaux de ce qui était encore présent du bâtiment original. Parce que c'est vrai qu'arrivé à un petit peu ce moment de notre tier list, presque à la fin, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il faut bien en avoir conscience, et je suis sûr que vous, comme moi, nous ne l'avons que trop rarement, et bien que très peu de choses que nous voyons sont ce qu'elles ont toujours été. Comme les hommes, les bâtiments ne restent jamais longtemps ce qu'ils furent, et l'instant d'après, comme nous, ils sont déjà plus les mêmes. Et au moins, j'espère que cette tier list est un rappel de la chose. Je suis sûr que tout le monde, et moi d'ailleurs aussi, hein, dira qu'il le sait, mais on l'oublie tous face à la façade d'une église. C'est une leçon sur l'artificialité du monde, j'imagine. Et donc cette façade, que je vous remets dans son aspect actuel,
hop, juste là, avec ces pilastres, ces arcs suspendus, ces lunettes avec mosaïque, ces loggias qu'on trouve dans la partie supérieure, qui sont d'ailleurs de fausses loggias. Bien en fait, seul le clocher a gardé l'aspect original de l'édifice. Alors pour ce qui est de l'intérieur, que vous voyez ici, l'intérieur de la cathédrale est à l'image des autres restructurations du temps du baroque. L'intérieur est en croix latine avec les trois nefs, j'avais dit. Les colonnes romanes ont été remplacées par des piliers calcaires. Le marbre a été comment dirais-je, refait pour le sol. Enfin voilà le travail habituel. Une chose assez originale qu'on retrouve, que je vous ai mis aussi ici en image, ce sont les deux chaires qui à l'origine formaient une chaire unique, qui ont été aussi divisées en 1669 au moment des réfections, sont assez remarquables. Elles ont été achevées en 1162, donc c'est un bon témoignage de comment dirais-je, la sculpture de l'époque. Alors bien sûr, les chapelles et le transept contiennent aussi leur lot d'œuvres majeures. On a une épine de la couronne du Christ, on a le mausolée du roi Martin Ier de Sicile, qui est du XVIIe. La crypte, hop, je vous le mets aussi en image. La crypte, qui est un mélange de différents styles architecturaux, elle contient ce qu'on appelle le sanctuaire des martyrs, où, comme son nom l'indique, eh bien, se trouvent les reliques des 192 martyrs de Cagliari, reliques trouvées sous la basilique Saint-Saturnin, une autre basilique au XVIIe, basilique qui avait été édifié sur le lieu du martyr du saint du même nom, donc Saint-Saturnin, avec bien de nombreux autres martyrs qui l'avaient accompagné dans la mort. On y trouve aussi bien sûr beaucoup de chapelles et sarcophages d'autres saints locaux. Alors, quid de ce bâtiment? Quid de ce Duomo? Hop, transition. Alors dans le fond, le Duomo rejoint la catégorie des bâtiments refaits dans le style baroque de l'intérieur, qui n'est pas mon préféré, avec en plus cet extérieur Cinecittà hein, des années 30, sorti un petit peu de l'imagination, en tout cas en partie. Alors j'ai pas envie de la mettre aussi bas que le style orientalisant atroce d'Amalfi ou le style moderne de Castelpetroso, mais pour moi c'est au mieux égal à du Saint-Paul hors les murs. Voilà, on est sur quelque chose d'assez proche. Donc voilà pour ce petit Duomo classé lui aussi. Revenons à notre diaporama et comme vous le voyez, on se transporte sur une autre île, la deuxième grande île du pays, donc la Sicile. Alors Montréal, puisque nous sommes au Duomo Santa Maria Nuova de Montréal. Alors Montréal, ça n'est sans doute pas la commune la plus connue de Sicile, c'est une ville de 40 000 habitants, très proche de Palerme, qui a moins d'héritage historique transmis, puisque c'est quasiment une création ex nihilo normande qui va se mettre en place autour d'une apparition de la Vierge au roi Guillaume II le Bon, un normand de Sicile, et donc autour de la forteresse et la cathédrale qui vont venir et qui vont être construites. On met ici une petite vue de la ville, où vous voyez donc forcément le Duomo. En fait, c'est un peu là sa particularité à ce Duomo, l'histoire de la Sicile étant ce qu'elle est. La ville et la cathédrale sont indissociables. J'allais dire la cathédrale est indispensable à la ville, et bien c'est aussi une histoire politique derrière la légende des apparitions, ou en tout cas, je dis la légende des apparitions, en tout cas le fait de ces apparitions, puisque c'est à côté de Palerme, hein, comme je l'ai dit, Montréal, et que donc c'est aussi fatalement un signe d'émancipation du pouvoir politique face à la grande ville turbulente qui est traditionnellement Palerme, donc religion et politique. Donc le Duomo, que je vous mets ici, hop, donc le Duomo de Montréal, comme j'ai dit, donc la Vierge était apparue au royaume de Sicile pour lui montrer un trésor qu'il va utiliser pour faire construire la cathédrale. Peu importe les motivations qu'elles fussent entièrement religieuses ou politiques, nous, quelque part, on ne voit que le résultat.
Et donc sa construction à ce Duomo démarre en 1172, il est achevé en 1267, et donc il est démarré par les Normands. C'est un petit peu le chant du cygne de leur art en Sicile et de son caractère bien qu'on connaît, arabo-normand byzantin. Et elle sera consacrée par les Angevins qui ont pris le relais. D'ailleurs, les viscères de Saint-Louis s'y trouvent, posés là après le retour de son corps de la croisade et de Tunis. Alors la façade, comme vous le voyez, coincée entre deux clochers, et comme vous le voyez, l'entrée est précédée d'un portique plus tardif, on le voit, un portique du 18e, avec les trois arcs en plein cintre, mais eh bien, le portail de bronze du 12e a lui été conservé. Je vous remets la façade, vous voyez sur cette dernière le tympan triangulaire avec son unique fenêtre, aussi les éléments décoratifs en chevron. Comme vous le voyez aussi, ça se voit un petit peu, l'édifice a subi certaines détériorations avec le temps. Ceci étant, il ne faut pas s'y tromper, la tour de gauche par exemple, que vous voyez un petit peu plus modeste, et ben, tout simplement elle n'a jamais été terminée, on s'est contenté d'y mettre des créneaux. En fait, la plupart des modifications qui seront faites, elles concernent les éléments habituels, le sol, voilà, les choses susceptibles de détérioration, et puis on aura des restaurations multiples, parfois forcées, puisqu'on aura un grand incendie en 1811 par exemple. La zone donc, de l'abside qu'on a vu au début dans la présentation, la photo de la ville, elle garde par contre l'aspect normand, je vous la mets ici, avec les décorations variées, les entrelacements, l'arabesque, la polychromie. Donc ça reste, on va dire, le caractère identitaire original du bâtiment. Le plan intérieur est en croix latine, on voit les nefs, alors je vous le mets juste après, voilà les nefs, on les voit séparées par les 9 colonnes de granit, le plafond avec ses poutres apparentes, alors le sol en mosaïque, que là on ne voit pas. Elle reste une cathédrale où il reste un Duomo, peu importe, imposant, puisqu'il fait 102 mètres de long, 40 mètres de large, 35 mètres de haut, c'est assez important. On peut y trouver le sarcophage de Guillaume Ier et de Guillaume II, les restes de Louis IX, comme j'ai dit, et les mosaïques des murs qu'on voit là représentent un ensemble énorme, assez varié, qui s'étale sur plusieurs siècles, avec ce Christ Pantocrator sur l'abside, et la plupart des mosaïques, alors c'est difficile à présenter, c'est un petit peu comme les mosaïques de Ravenne, voilà, tout en longueur, donc c'est toujours difficile à trouver une image valable. Mais donc la plupart sont des mosaïques sur fond d'or et sont réalisées au XIIe et XIIIe, soit par des artistes byzantins, soit par des artistes de l'école byzantine. Je pense que ça se voit assez bien. Les plusieurs milliers de mètres carrés de mosaïques en font, on va dire, une des plus vastes surfaces. Est-ce que c'est la plus vaste surface? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas mesuré, mais une des plus vastes en Méditerranée, ça c'est une certitude. Et vous avez tout cet ensemble de chapelles et absides qui compte aussi eh bien, un nombre immense d'œuvres diverses et variées, la cathédrale étant en plus flanquée du cloître bénédictin que je vous ai mis ici, donc de l'ancien monastère aujourd'hui fermé. Alors, pour ce qui est du classement, je vous bouge, voilà. On va remettre les choses. Eh bien, je pense qu'elle mérite son Duo Mohamed. Elle a son originalité, elle a sa beauté, elle a son caractère toujours très historique. Après, je comprends que le style normand de Sicile ne soit pas forcément apprécié, c'est assez particulier d'un point de vue extérieur. Mais bon, voilà, ça reste dans son jus, ça a cette splendeur, en tout cas cet aspect extérieur discret, et cette splendeur beaucoup moins discrète des mosaïques à l'intérieur, sur une surface très importante, donc je pense que le bâtiment mérite largement son classement. Passons à la suite. Alors, nous sommes toujours bien entendu en Sicile. Hop, je bouge l'image. Comme vous avez vu, on n'a pas fait un grand déménagement, puisque nous sommes au Duomo de l'Assomption de la Vierge Marie de Palerme. On est à 2 pas. La Sicile étant typiquement le genre de région avec quelques autres où
ben, on sait pourquoi on souhaiterait faire que quelques sessions de plus, puisque bien, on n'aura pas parlé de grand-chose finalement, mais bon, ces sessions, on les fera. Alors autant Montréal était une petite ville récente, autant à Palerme, bon bah on a centaines de milliers d'habitants et une histoire, j'allais dire à l'avenant, mais une histoire millénaire. C'est une ville, Palerme, fondée par les Phéniciens, sans doute au 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui va ensuite connaître cette histoire complexe, bien qui est celle de l'île de Sicile. Donc ville phénicienne puis punique, ville d'ailleurs qui n'a jamais été grecque, hein, on ne le sait pas forcément, mais la ville de Palerme n'a jamais été, n'est pas une colonie grecque et n'a jamais été grecque. Elle devient ensuite forcément romaine après la première guerre punique, et après donc c'est la fête, hein, elle est une ville vandale, une ville byzantine, une ville musulmane, une ville qui est-ce que j'ai oublié forcément normande, angevine, aragonaise, enfin voilà le terrain de jeu habituel, enfin de la Sicile. Alors, quid du Duomo que vous voyez à l'image? Alors, comme d'autres, il succède à de plus anciens édifices. La zone sur laquelle il est bâti était déjà sans doute nécropole païenne, catacombe chrétienne, et on a une première église qui est construite au 4e, qui correspondait aussi à la zone du sacrifice des premiers martyrs de la ville. Ensuite, on a un second édifice qui est bâti par les Byzantins à partir de 604, et avec la conquête musulmane de l'île à partir de 829 et la prise de Palerme qui intervient assez tôt, en 831 ou 32, je ne sais plus, eh bien l'église est transformée en grande mosquée. Ce qu'on retrouve parfois sur bien certains éléments. Vous voyez ici un des piliers, sauf erreur de ma part, ça ne fait pas partie des décorations habituelles de la chrétienté. Et donc c'est vrai que du coup c'est aussi pour ça qu'on a à Montréal, c'est que le culte chrétien à Palerme se retrouve relégué un petit peu plus loin, dans une petite église qui deviendra par la suite celle de Montréal. Donc revenons à Palerme. On ne touche pas tellement à l'édifice au début, si ce n'est bien entendu le minaret qui sera transformé en clocher, mais en 1169 on a un gros tremblement de terre sur l'île qui va l'endommager et on décide d'un projet grandiose à la hauteur du royaume qui commence en 1185. Donc le bâtiment va se, bâtir sur un temps assez long. Les dominations sont successives. Par après, l'époque aragonaise et espagnole ne transforme pas forcément radicalement l'édifice, même si on a des étages supérieurs, des tours d'angle qui sont ajoutés, mais à partir du 18e, on le tripote comme il faut, façon néoclassique, et on va lui donner largement l'aspect que l'on voit maintenant, même si, bien entendu, de larges parties gardent leur apparence de base, si l'on peut dire. La toiture va être remplacée, on y met une coupole en maçonnerie, on y met des voûtes en berceau, on va transformer le clocher qui sera à nouveau modifié en 1823, donc on a tout un ensemble de restructurations qui dénature le lieu, transforme le lieu en tout cas la plupart du temps, et l'intérieur sera complètement remodelé entre 1780 et 1800, ce qui va détruire une grande part des trésors architecturaux et ce qui modifie largement le plan de l'église. Je vous ai mis ici le plan tel qu'il était au XIIIe et le plan finalement auquel on arrive au XIXe siècle. Donc vous voyez un petit peu la différence entre les deux bâtiments. Enfin, la différence d'apparence du même bâtiment. Donc le 19e se poursuit en restauration, ce qui fait que la cathédrale, on peut le dire, est finalement une synthèse visible de l'art sicilien qui court des Normands jusqu'aux Bourbons, donc soit sur 7 siècles. La façade est une construction... Hop, attendez, il me fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, on a avancé beaucoup trop, c'est parce que j'ai mis play sur le diaporama. Voilà, la façade. Donc complexe, vous voyez le portail, la balustrade à colonnettes qui est de la fin du XVIe. Vous voyez les piliers, les différentes statues. Les clochers sont néo-gothiques, qui font face aux tours occidentales qui sont des 14e et 15e.
Euh, les façades nord, est, sud ont toutes leurs particularités, toutes les absides, les élévations et compagnie. Vous avez une abside qui est restée, alors je vous la mets ici, voilà, en marqueterie de lave, du 12e, avec toutes les figures géométriques florales, un petit peu comme la précédente, les fenêtres aveugles, voilà, vous avez tous ces éléments. Bref, vous comprenez la complexité architecturale de cet immense ensemble. Pour ce qui est de l'extérieur. L'intérieur, lui, eh bien, a été largement bouleversé au cours des siècles. Vous avez toujours un plan en croix latine avec les 3 nefs divisées par des piliers, mais on a de nombreuses chapelles qui ont été ajoutées. Vous avez aussi les tombeaux des Normands et d'un grand nombre de personnages de toutes les dynasties qui se sont succédées. Ça doit faire partie sans doute des nécropoles européennes les plus importantes. Voilà, il y a énormément d'œuvres contenues. C'est un bâtiment musée lui aussi. Alors, c'est un petit peu difficile de le classer. Je vais modifier le diaporama. Voilà. Donc je pense quand même, après y avoir réfléchi, puisque je réfléchis un petit peu au classement, si je suivais mes goûts, avec ce côté pesant, tous les ajouts et destructions, le fait que moi je trouve vraiment le bâtiment pas très joli, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ça reste tout de même, vous avez vu l'ampleur, un monument qui mérite qu'on le respecte, et donc il va rejoindre son cousin sicilien, et on va les mettre tous les deux en duo Mohamed. Je pense que peut-être que je suis devenu trop libéral avec le temps, mais je pense que le bâtiment mérite quand même un certain respect, même si il n'est pas forcément à mon goût. Voilà, alors continuons notre exploration, et comme vous l'avez vu, nous passons en Toscane pour aller voir le Duomo Santa Maria dei Fiori de Florence. Donc voilà, nous voilà en balade vers la merveilleuse Toscane. Bon, Florence sur l'Arno, je crois que vous ne m'en voudrez pas de ne pas faire son histoire. Je pense que c'est un petit peu comme Rome. C'est une histoire assez folle. Je pense qu'il y a des pays entiers qui n'ont pas bien d'histoire aussi riche que cette ville, ni d'ailleurs sans doute un patrimoine aussi riche que cette seule ville. On verra ce que j'en ferai. Peut-être qu'un jour on fera une tier list des villes italiennes, mais je crois que ce serait un petit peu trop difficile. Bien, allons-y pour le Duomo. Alors, comme d'habitude, le Duomo est bâti sur une ancienne église, dans ce qui est en fait le quartier épiscopal de Florence depuis le 6e siècle, avec donc de nombreux bâtiments, dont l'église précédente, donc l'église Santa Reparata. Je vous mets ici l'aspect que l'on pense avoir été de cette église. Et donc, le centre de ce complexe était déjà autour du baptistère San Giovanni, construit alors soit au 11e, soit au 12e. Les spécialistes sont toujours en débat sur la chose. Donc vous voyez ici le baptistère. Et on sait historiquement qu'à partir du 13e, mais disons du milieu du 13e, eh bien Florence connaît une première expansion en tout domaine. Alors première expansion qui sera stoppée par la peste, mais qui conduit à l'extension de la ville et à son triomphe notamment sur Sienne. Donc on parle politique et militaire, mais forcément ça touche tous les aspects, dont l'aspect artistique et, j'allais dire, religieux. Donc après avoir tenté d'agrandir l'église Santa Reparata, on part plutôt à partir de 1296 sur la construction d'une nouvelle cathédrale qui devait écraser les rivales de Toscane et refléter la puissance de la ville. Voilà, donc vous avez ici l'ancienne église Santa Reparata, les projets, et puis l'aspect définitif et le plan actuel du Duomo. Donc le travail est confié d'abord à Arnolfo di Cambio, qui est l'immense architecte du temps, et les travaux, vous vous en doutez, vont prendre beaucoup de temps. Ils sont interrompus une première fois pendant 30 ans, ils vont reprendre en 1334, que je dise pas de bêtises, sous Giotto, donc qui construit le campanile qui est achevé en 1356, donc après sa mort, et une autre pause due à la peste cette fois. Vous voyez le fameux campanile sur lequel tous les joueurs d'Assassin's Creed 2 ont pu grimper. Et donc de la même façon, les travaux sur la cathédrale reprennent aussi, on agrandit encore les plans, on décide
de construire un dôme, et finalement en 1421, il ne reste plus que ce dôme à faire, dans un immense espace que eh bien, on ne sait pas encore comment remplir. Et là, boum, le dôme de Brunelleschi, qui est une coupole d'une dimension et d'une hauteur jamais vue. Voilà, je vous mets ici, on le voit assez bien. Alors, je ne rentre pas dans les détails architecturaux, mais c'est la plus grande réalisation du Moyen-Âge finissant, le plus grand dôme maçonné jamais construit. Certains disent qu'il marque d'une certaine façon le début de la Renaissance, pourquoi pas. Le dôme en tout cas est achevé en 1471 et la façade ne sera entièrement terminée qu'en 1887, même si on considère effectivement le bâtiment fini avec son dôme. Donc on a un Duomo monumental de 166 mètres de long, de 90 mètres de hauteur sous la coupole, de 50 mètres de large, donc une des plus vastes églises d'Europe. Et donc comme je l'ai dit, cette façade que vous voyez là, cette merveille, eh bien, elle est en fait assez récente, ce qui ne vous surprend plus après cette longue balade, on en est à la 25e. Et donc cette façade, comme j'ai dit, elle est construite de 1871 à 1887, alors dans le thème du campanile, avec ce marbre polychrome, ce marbre de blanc de Carrare, ce marbre vert de Prato, ce marbre rouge de Sienne, comme d'ailleurs eh bien, les autres faces du Duomo, qui sont elles plus anciennes pour le coup. Et dans le fond, est-ce qu'on a envie de développer plus que ça? Juste regarder la chose et admirer tranquillement le génie de l'homme. Hein. Les notes techniques, on peut s'en passer, le désenchantement du monde, tout ça, voilà, faut juste voir la beauté, c'est le plus important. Et donc l'intérieur, alors l'intérieur pour le coup est beaucoup plus austère, comme vous le voyez, avec eh bien, ces dimensions colossales, ça donne cette impression peut-être voulu d'immenses vides célestes. On a du mal à se rendre compte de cette immensité en photo, ça lui rend pas forcément justice, mais c'est colossal. Les vitraux sont absolument incalculables, la plupart du 15e. On y trouve, comme d'habitude, pléthore d'œuvres et autres monuments à la gloire de cette grande ville. Mais les cryptes, les sacristies et autres statues, c'est très bien. Mais bien sûr, ce que tout le monde vient voir, c'est le dôme et sa fresque du Jugement dernier, fresque de Vasari, qui est peinte de 1572 à 1580, je crois, ce qui représente de mémoire un petit peu plus de 3500 mètres carrés de fresque. À noter aussi que quand j'y suis allé, on pouvait monter en haut, hein, je pense que c'est toujours possible pour avoir une très belle vue sur la ville. J'ai même pas parlé plus que ça du baptistère ou du campanile, mais bon, vous m'excuserez, j'en suis sûr, on peut pas non plus en dire 100 fois plus, parce que c'est aussi un des bâtiments les plus étudiés, sur lequel vous trouverez bien plus d'informations que sur quelques autres que j'ai pu traiter. Donc voilà, j'ai bien conscience d'en avoir rien dit, c'est en plus de ça un des bâtiments que tout le monde connaît, mais je crois qu'on peut presque se contenter de le regarder. Et puis, de toute façon, je crois qu'il n'y aura pas de doute sur la chose. Hein. Florence, ça rejoindra Milan et Orvieto tout en haut. Donc, jusqu'à présent, on aura eu pas mal de Duomo qui ont rejoint le haut de la liste. Mais je crois que ça ne souffre ici d'absolument aucune contestation, à mon humble avis. Donc voilà pour Florence. Nous restons en Toscane, bien entendu. Hop, je refais la transition. Pour les plus connaisseurs en géographie, nous arrivons au Duomo Santa Maria Assunta de Pise. Donc nous restons en Toscane, nous allons à Pise, qui est aussi située sur l'Arno, qui est une plus petite ville, moins connue, un municipe romain qui ne fait pas tellement parler de lui, une ville protégée des invasions par le fleuve, qui sera byzantine puis lombarde, qui deviendra un port très important, en première ligne dans la lutte contre les Sarrasins, dès le XIe siècle, puis une république marchande, sans doute la plus importante au XIIe,
une puissance territoriale aussi, mais qui va connaître un déclin à partir de la fin du XIVe. L'épisode de peste va beaucoup la marquer, et elle va passer sous domination florentine, et sous cette domination oscillera entre révolte, indépendance, soumission, jusqu'à son intégration avec le reste du territoire dans le royaume d'Italie. Bien, parlons du Duomo, que vous voyez ici. Alors le Duomo, c'est, bien comme les autres, un témoignage architectural de la puissance de la ville. Sa construction commence en 1064, comme Saint-Marc à Venise de mémoire, grâce au butin de l'expédition faite par Pise sur Palerme contre les musulmans. Le Duomo, vous le voyez, est en style roman pisan, alors qu'on a retrouvé, même s'il est assez factice, sur le Duomo de Cagliari, style qui combine différents éléments méditerranéens. Alors la cathédrale, le Duomo, il est érigé en dehors des remparts, signe de majesté et du non-besoin de protection d'une ville, sûre de sa force. Et il est construit sur une nécropole lombarde, qui était le lieu de construction d'une première église qui n'avait jamais été achevée. Mais du coup, c'est une des très rares qui n'est pas bien dans le pur centre historique. Alors le Duomo est consacré en 1118, bien entendu il n'est pas encore achevé à ce moment-là, il est encore agrandi au cours du XIIe, et la fin des travaux sur la façade, qui signe la fin des premiers travaux, et bien cette fin elle est attestée en 1180, c'est un Duomo achevé et qui est assez ancien. Alors bien entendu il va évoluer au fil du temps. On va avoir d'importantes réfections qui vont être faites après un grand incendie en 1595. On va y ajouter une coupole, et au XVIIIe, on va modifier le revêtement des murs intérieurs. Alors le Duomo est en croix latine avec la coupole à l'intersection des bras, on le voit ici assez bien. Et l'extérieur, il est en marbre blanc et gris, avec sur la façade, on a du marbre plus multicolore et des mosaïques. Donc comme vous le voyez sur le côté, les façades longitudinales présentent ce premier étage avec arcs aveugles et fenêtres, un second qui a toujours des pilastres mais qui présente des architraves, et le troisième étage, on a toujours des colonnes avec encore des arcs aveugles. Alors la façade, pour revenir à elle, ici donc vous voyez ce marbre multicolore et ces mosaïques, vous avez donc les arcs en plein cintre qui évoquent un petit peu l'art musulman, sans doute d'inspiration sicilienne. On a au premier étage, ou au rez-de-chaussée comme vous l'appellerez, mais c'est 7 arcs aveugles, avec des ornementations un petit peu plus élaborées, avec incrustations, marbre coloré, motifs végétaux. Le portail central est le plus grand, vous avez les 2 lions qui trônent au-dessus des chapiteaux. Alors les 3 portails en bronze ont été refaits après l'incendie de 1595, et vous avez les 4 étages supérieurs avec les arcs qui sont caractérisés par ces loggias caractéristiques. Donc voilà pour l'extérieur. L'intérieur que vous voyez là, alors on a un intérieur à 5 nefs avec le marbre noir et blanc qu'on voit, les colonnes en marbre gris. La nef centrale a le plafond qu'on voit parfois, un plafond à caisson doré, donc un plafond ajouté à l'époque baroque. On a cette influence un petit peu mauresque à l'œil avec les bandes alternées, les arcs surélevés, avec le dôme. La plupart des décorations d'origine ont malheureusement disparu avec l'incendie de 1595, ce qui fait que la plupart des décorations, vous voyez notamment le dôme qui a été peint entre 1627 et 1631, elles sont fatalement postérieures. Le principal de ce qui reste étant ce que vous voyez là, donc la grande mosaïque de 1302 qui a survécu miraculeusement, il en faut, faite par Cimabue, ainsi que la chaire, que je vous ai mis aussi juste après, qui est datée de 1310 et qui est, alors on le voit pas forcément de loin, ça a cet aspect un peu racailleux, un peu coquillage, un peu sculpture de coquillage, mais de près ça a une autre tronche et qui est pour l'époque un chef-d'œuvre d'expression sculpturale. Alors bien sûr à Pise, la visite n'est pas complète si on ne parle pas de la place dans son entièreté, puisque vous avez le baptistère qui est construit à partir de 1153, qui est le plus grand baptistère d'Italie, fini au
au XIVe, et puis bien sûr le campanile, la tour penchée, l'un des édifices sans doute les plus célèbres au monde, commencé en 1173 et, pour ceux qui ne le savent pas, qui va pencher en pleine construction déjà à cause eh bien, d'un sol qui était trop mou et de fondations posées qui étaient trop superficielles. Ce qui n'empêchera pas de le finir en 1350 et d'y coller les cloches. Alors comme on ne compte que les Duomo, je pense pas qu'on puisse le mettre tout en haut non plus, je fais la transition. Même si la place est très jolie, pour moi ce sera, hop, deuxième rang. C'est mérité. Alors si on prend l'ensemble, peut-être qu'on pourrait dire que c'est tout en haut, puis on peut dire que le campanile en fait partie, mais même en prenant tout ça en compte, je ne sais pas si je lui fais rejoindre Milan, Orvieto, Florence. Voilà. Même, et en considérant le seul bâtiment, elle serait peut-être même un rang en dessous. Donc je pense que voilà, le Duomo Mohamed, lui, s'y est assez bien. Donc voilà pour Pise. Nous restons bien entendu en Toscane, fatalement, et nous n'allons pas très loin puisque nous allons voir le Duomo Santa Maria Assunta de Sienne, qui nous permettra d'en finir avec la Toscane. Alors, toujours la même histoire pour Sienne, qui est un site étrusque, une ville romaine de moyenne importance dont on perd un petit peu la trace, avant qu'elle ne réémerge ensuite au IXe siècle, et bien on aura après sa gloire médiévale et sa lutte contre Florence qui donne lieu à des batailles assez énormes, mais aussi oubliées dans le cadre de bien son parti gibelin opposé à la Florence guelfe. Enfin, dans une rivalité territoriale et économique surtout. Donc vous voyez ici Sienne, donc rival politique, rival commercial on l'a dit, mais donc forcément rival architectural. Et puis son déclin va s'accélérer après la peste, hein. Elle passera sous domination florentine, puis sous domination Habsbourg-Lorraine, elle deviendra ensuite italienne, hein, comme le reste de la botte. Alors, le Duomo. Hop, le voilà. Alors on n'a pas la date exacte du début de la construction, on estime que ça a été commencé au milieu du XIIe, sur la base d'une église qui existait déjà au IXe. On est certain, puisque les bons comptes font les bons amis, que dans les années 1220, on a des paiements enregistrés pour des marbres noirs et blancs destinés au Duomo, donc à cette époque-là, il est en construction. Alors quelques chroniques locales ajoutent des dates, notamment le début de la construction de la façade en 1284. En 1313, le clocher de 77 mètres de haut est achevé, que vous voyez un petit peu mieux ici. Et 4 ans plus tard, on achève la façade. Alors vous voyez aussi que le clocher a cette particularité, un petit peu comme à Trani, d'avoir de plus en plus de lancettes aux fenêtres au fur et à mesure des étages pour l'alléger. Les travaux finalement sont interrompus en 1339 lorsque l'on juge le Duomo trop petit pour le statut de la ville. Donc on va décider de l'agrandir. Sauf que ces travaux d'agrandissement vont être arrêtés par la peste et on a aujourd'hui encore de grands éléments inachevés qui font partie du musée de la ville. Je vous les mets ici, c'est assez étrange à voir. Et surtout, ça pose la question de... Alors, pour ceux qui visiteront Sienne un jour, hein, vous pouvez grimper, vous voyez le petit balcon sous la deuxième fenêtre, vous pouvez grimper là-haut et aller voir hein, en visitant le musée. Et ce qui pose aussi la question, quand vous le voyez, voilà, vous demandez un petit peu à quoi aurait ressemblé le bâtiment. Je pense qu'il aurait été vraiment excessivement énorme. Donc voilà, on se résigne dans la ville à simplement terminer l'existant et le chantier du Duomo s'achève en 1370. Alors le plan, je vous remets hop ici juste après la façade. Le plan est classique en croix latine avec les 3 nefs. On a aussi une coupole hexagonale et les dimensions du Duomo c'est assez raisonnable, ce qui explique sans doute la volonté de l'agrandissement. Voilà, il fait à peu près 90 mètres de long, ça reste tout à fait standard. On a une façade en marbre blanc, vert et rouge, divisée en une partie inférieure et une partie supérieure en 2 faces distinctes.
avec eh bien une profusion sculpturale qui permet de gommer un petit peu les asymétries relatives à ces deux phases de construction. La façade inférieure, elle est plutôt, on va dire, mélange roman gothique avec les trois portails et les deux tours latérales qui sont terminées vers 1290. Et la partie supérieure qui est terminée en 1317, qui se finit en cuspide, même tricuspide hein, pour les trois nefs, avec bien l'oculus central, les deux petites loggias, tout ça est beaucoup plus gothique et a sans doute inspiré Orvieto, pour ceux qui s'en souviennent, il ressemble beaucoup, qu'on a vu. Enfin, on le pense puisque la construction précède Orvieto de quelques années. Alors les mosaïques que vous voyez sont un petit peu plus récentes, elles sont du 19e. Et vous voyez donc ici la coupole, coupole qui présente deux niveaux de loggia, donc qui sont datés du 14e, sauf la lanterne hein, au-dessus qui est ajoutée un petit peu plus tard au 17e. Alors l'intérieur, attendez que je vous mette l'intérieur, que je n'oublie pas. L'intérieur a une certaine majesté avec cette coupole à la croisée du transept, coupole qui était d'ailleurs à l'époque une des plus grandes construites, hein. Bon, ce sera très vite dépassé, mais coupole décorée de plafonds à caisson bleu avec les étoiles dorées, la fin du 15e avec l'intérieur avec ses arcs en plein sein de ses piliers, puis ce côté un petit peu qu'on voit pas forcément très bien, mais ce côté un petit peu bicolore, clair-obscur, voilà, c'est assez joli. Alors pareil que les autres Duomo, le nombre d'œuvres, hôtels, chapelles, bénitiers ou peintures de grande valeur artistique est absolument sans fin. Vous avez des particularités quand même qui méritent d'être vues. Je vous mets ici la célèbre bibliothèque Piccolomini, qui est construite par l'archevêque et futur pape Francesco Todeschini Piccolomini, avec ses fresques de Pinturicchio. Et vous avez aussi, c'est très beau hein, à voir, je vous le dis, c'est assez joli. Et vous avez aussi la célèbre chapelle donc Saint Jean-Baptiste avec la relique dite du bras, un bras du saint précurseur, avec bien ses fresques de Pinturicchio et sa statue de Donatello. J'aurais pu en mettre des tonnes, mais bon, le but ici, ça reste de faire découvrir et de donner envie en 4 ou 5 minutes, mais enfin vous avez compris, c'est à voir. Alors, malgré mon amour de la Toscane et du Duomo en lui-même, je vais pas non plus le mettre tout en haut, c'est un cran en dessous de Florence, je pense que ça ressemble à Orvieto, mais c'est un tout petit cran en dessous quand même. Voilà, c'est franchement du second niveau pour Sienne. L'extérieur comme l'intérieur sont vraiment magnifiques. Après, ça manque effectivement peut-être d'un petit peu d'ampleur, ça manque un petit peu de caractéristiques particulières. Peut-être qu'Orvieto, qui lui ressemble, est encore plus majestueuse. Donc voilà, on va le mettre au deuxième rang, mais ça reste un classement tout à fait convenable pour ce Duomo. Alors, Bonjon, en plus je vous l'ai mis là. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Est-ce que je l'avais enlevé? Peut-être, j'avais peut-être pas fait la transition. Donc voilà, j'ai mis Sienne ici. Et donc je peux remettre voilà, le Duomo ici que vous voyez. Je pense qu'il mérite voilà, son classement. Et j'aurais presque voulu savoir à quoi il aurait ressemblé une fois les projets d'agrandissement terminés. Bien. Alors comme vous le voyez, géographiquement, on s'en va. Nous allons au Duomo de l'Assomption et Saint-Cassien de Bressanone, qui est dans le Trentin. Trentin Haute-Adige, même pour être précis, alors qui n'est pas la région la plus connue, n'est pas la ville la plus connue non plus, qui est une petite ville paisible de 20 000 habitants. Le Trentin, c'est cette région où le maire s'appelle, je crois que j'avais vérifié, je l'ai noté, attendez, je regarde. Oui, le maire s'appelle Andreas Jungmann et où règne le Südtiroler Volkspartei. Vous comprenez, avec un paysage qui fait plus penser à la bière qu'au Chianti. Voilà la ville. Ville antique, bon, ville de peu d'importance, qui est annexée assez tôt au duché de Bavière en plein au Moyen-Âge, centre culturel alpin qui va être pris dans les différentes luttes impériales et qui devient une ville de l'Empire des Habsbourg.
Après la parenthèse napoléonienne, eh bien, la ville redevient autrichienne et en fait elle ne devient italienne comme toute cette petite région qu'après la Première Guerre mondiale, voilà, comme le reste du Tyrol du Sud. Alors ce n'est pas l'histoire la plus connue et donc eh bien, il me paraissait intéressant de se pencher sur le Duomo qui répond justement à cette histoire par son architecture. Alors j'allais dire un peu à part en Italie peut-être pas puisque la région est ce qu'elle est, mais un petit peu à part dans notre tier list. Voilà, ça rompt un petit peu avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. On n'est pas là de toute façon pour trop s'emmerder, de toute façon je crois qu'à l'œil on le voit. Alors le Duomo est construit sur les ruines d'un premier édifice ottonien qui datait de la fin du Xe, qui sera ravagé par un incendie en 1174, et l'édifice est reconstruit dans la foulée en style roman, croix latine avec deux campaniles sur le côté, bâtiment qui sera consacré en 1237. Et finalement le seul ajout pendant plusieurs siècles, ce sont quelques retouches gothiques. Sauf que, comme vous le voyez là, il va y avoir un important remodelage, donc l'édifice est complètement remodelé en style baroque entre 1745 et 1754, dans un style, disons, baroque alpin, quoi, avec ces deux clochers de 65 mètres, cet édifice que vous voyez à Fronton, enfin voilà. En fait, le premier clocher avait été déjà refait en baroque primitif au début du XVIIe, et on va aligner le second sur le même style. Et ensuite, on va ajouter ce que vous voyez avec le vestibule néoclassique un petit peu plus tard. Alors les dimensions sont assez restreintes par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est un édifice quasiment moitié moindre, qui fait 60 mètres de long, 20 mètres de large, 40 mètres de haut. C'est presque modeste dans notre classement. Ce qui lui donne un petit peu de majesté, c'est ce qui le rend peut-être un petit peu plus imposant, c'est l'existence du cloître à côté, cloître du XIIe, avec des fresques des XIVe et XVe, et de l'autre église que vous voyez à côté avec ce clocher un petit peu plus haut. Je vous ai mis ici les fresques du cloître du XIVe et XVe. Et même chose d'ailleurs pour le baptistère qui est attenant avec les fresques. Enfin voilà, on a tout un ensemble épiscopal qui est assez peut-être qui lui donne un petit peu plus de majesté. Alors l'intérieur que vous voyez pour le coup est assez riche, intérieur baroque, à nef unique, voilà, vous voyez marbre et or partout, vous y trouvez de grandes fresques sur les voûtes, notamment on a des centaines de mètres carrés de fresques, ça fait très, ces fresques-là font très autrichien, très style classique. Et voilà, vous voyez tout ce stuc doré alors, qui est ajouté fin 19e. À la base, le plafond était plutôt en gris vert. Et puis, bien comme tous les édifices, vous trouvez les mêmes chapelles, les mêmes autels, mais pour le coup, la plupart du temps du 18e, toutes les tombes des évêques et compagnie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire assez rapidement sur ce bâtiment assez atypique dans notre classement. Moi je le trouve assez original. Alors attendez, je remets, hop, comme ça je fais la transition. Je l'aime bien, mais en étant impartial, en plus avec ce choix de couleur assez discutable, mais voilà, en étant impartial, Bressanone, ça va quand même à l'avant-dernier rang, hein. Il faut pas exagérer, je pense qu'Atri ou Matera n'ont pas à rougir, voilà, mais c'était pour montrer quelque chose de différent dans le monde italien. Vous avez quand même des particularités territoriales qui donnent effectivement des édifices un petit peu différents. Donc voilà. Voilà pour cette petite visite, et maintenant déplaçons-nous dans la dernière région dont nous allons parler, la Vénétie, pour s'occuper de Duomo que je connais aussi pour le coup, et donc démarrons par Padoue. Alors Padoue, c'est une grande ville de 200 000 habitants je crois, gros patrimoine comme les autres, ville très ancienne, ville qui intègre le giron de Rome assez tôt, dès le 3e avant Jésus-Christ. Ville dévastée par les barbares, ville libre guelfe avec une université dès 1222 et qui sera finalement assez tranquillement vénitienne à partir de 1405, et donc à partir de là elle partage le sort du territoire vénitien et finira donc par rejoindre le royaume d'Italie en 1866. Elle fait partie donc des dernières régions, la Vénétie, qui rejoignent le royaume d'Italie. Alors sur Padoue,
J'ai hésité entre le Duomo et la basilique Saint-Antoine de Padoue, mais comme vous le voyez, ou enfin si vous connaissez pas, en tout cas vous le découvrez, j'ai choisi la basilique Saint-Antoine, qui est la plus connue, qui abrite eh bien, les reliques de Saint-Antoine de Padoue, qui était un franciscain, un des docteurs de l'Église, qui a vécu au XIIIe et qui était, je crois, d'origine portugaise, si je ne me trompe pas. Alors pareil, elle n'est pas vraiment dans le centro storico à proprement parler. Elle est en fait bâtie sur une ancienne église à côté d'un couvent franciscain que saint Antoine avait fondé. Ça paraît à côté du centre historique maintenant, mais c'est un petit peu excentré lorsque c'est construit. Donc Saint-Antoine a été inhumé dans cette église, donc fatalement ça commence à attirer des pèlerins par tous les miracles que l'on observe. Saint-Antoine il est canonisé vraiment très rapidement après sa mort, et donc dès 1238 eh bien, on commence à ériger une nouvelle église plus adaptée qui s'achève en 1310. Alors bien sûr on va continuer à la transformer par la suite, on va avoir notamment l'effondrement d'un clocher un petit peu plus tard, mais bon voilà, comme d'habitude on réajuste et on transforme au fil du temps. Donc vous voyez la façade ici. La basilique, ça se voit, je pense, assez bien. C'est un mélange de genres entre le roman à pignon de la façade, les contreforts en arc boutant, les dômes byzantins façon Saint-Marc ou façon périgourdine, hein, j'ai presque envie de dire, et puis ces clochers un petit peu à la minaret. La façade qui fait, c'est assez restreinte, qui fait 28 mètres de haut et 35 mètres de large, ce qui est assez réduit. Vous voyez aussi sur la façade les 5 arcs en retrait, la statue centrale du saint, la loggia, la balustrade, voilà, tout se voit, je pense, assez bien. Et sur le toit, donc il y a cette particularité, vous avez quand même 8 dômes et 2 clochers, voilà, ce qui donne cet aspect bulbeux assez original. Alors à l'intérieur, que je vous mette ça, bougez pas, voilà. Alors l'intérieur classique, croix latine, 3 nefs divisées par des piliers et des dimensions somme toute assez respectables en fait derrière cette façade réduite, puisque finalement au maximum vous avez 115 mètres de long, 55 mètres de large et une hauteur de 40 mètres, ce qui donne tout de même un bâtiment assez important. Alors vous avez de nombreuses chapelles, hein, vous avez bien sûr la chapelle des reliques de Saint-Antoine, notamment sa langue intacte et incorruptible et son menton. Je vous ai mis, je crois, une chapelle ici. Ouais, effectivement, je crois que c'est la chapelle de Saint-Antoine, je ne me souviens plus. Mais je crois. Vous y avez voilà, une tonne de monuments funéraires, beaucoup de décorations et de fresques du plein Moyen-Âge, du 14e, date de construction du bâtiment. Je vous ai mis un exemple ici. Je ne vais pas vous faire non plus toute la liste des décorations et autres monuments que l'on trouve. Et à noter aussi que vous pouvez vous promener dans les cloîtres à côté, dans le cloître à côté, ce qui est fort sympathique, du couvent franciscain, ce qui rafraîchit un peu en période d'été, pour ceux qui font des visites estivales. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'en dire beaucoup plus. Si, pour ceux qui voudraient la visiter, c'est une église extrêmement fréquentée, voilà, je crois que c'est, je sais plus le nombre, mais 4 ou 5 millions de visiteurs par an, donc voilà, ou 6 peut-être, voilà, avec les reliques du saint, donc c'est quand même assez parcouru. Alors moi j'ai pas ressenti grand chose d'un point de vue architectural, je pense que je vais la mettre, alors attendez, je vous enlève hop, voilà. Je pense que je vais la mettre en duo mollusque, quitte à choisir quelque chose à Padoue. Je crois que je l'ai mis en image aussi, oui tout à fait. Je vous conseille plutôt le Prato della Valle, ici, à Padoue, qui vous donne plus ou moins l'impression d'être au Gondor. Non voilà, plus sérieusement, c'est juste pour vous dire de ne pas vous arrêter à ça, il y a plein de choses à voir à Padoue, c'est une très jolie ville, mais Saint-Antoine, bon voilà, m'a pas forcément botté plus que ça. Je le mets peut-être un peu bas, allez, on va le mettre au milieu, mais c'est pas forcément mon église au sens large préférée en Italie. Alors, eh bien, comme vous le voyez, nous terminons avec le 30e Duomo, nous terminons la Vénétie, et nous terminons avec
Venise. Donc, qui dit Venise dit fatalement la basilique Saint-Marc. Et là, je pense que certains vont être étonnés par mon choix, enfin mon classement. Bon, comme j'ai pu un peu m'épargner l'histoire de Rome ou de Florence en quelques lignes, je crois que vous pourrez m'épargner l'histoire de la capitale de la Sérénissime République, hein, puissance navale, territoriale, militaire, artistique, touristique sur plus d'un millénaire. Hein, c'est passionnant, mais ça nous amènerait dans un voyage un peu trop long. Je vois pas trop l'intérêt de parler de Venise en 2 minutes, et donc bien concentrons-nous sur la basilique cathédrale, qui est fatalement l'une des plus connues au monde sans doute, qui a une très longue et riche histoire elle aussi. Donc on a une première église qui est dédiée à Saint-Marc, vers 820 je crois à peu près, détruite par un incendie en 976. Alors détruite pas complètement, mais assez pour qu'on décide d'un nouveau projet de basilique qui englobera l'ancienne église. Donc la basilique, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, elle est commencée en 1063, donc comme à Pise, sous une forme architecturale qui est très proche des saints apôtres de Constantinople, et elle est consacrée en 1094, année où, selon la légende, eh bien, le corps de Saint Marc a été retrouvé miraculeusement sur le site où il avait été apporté au IXe siècle par des commerçants vénitiens de retour d'Alexandrie. Je vous ai mis la façade. Hop, ici, voilà la première façade, à quoi ressemblait le bâtiment, parce que eh bien, la façade que l'on voit actuellement, elle est plus tardive, sans doute commencée au XIIIe. Et bien sûr, comme on le sait, l'édifice, eh bien, il va s'enrichir des marchandises pour être gentil, et des pillages pour être moins gentil de la République, notamment en 1204 à la prise de Constantinople. Les coupoles bien connues qu'on voit sont érigées aussi un petit peu plus tard, à partir de 1200, et ce n'est que dans le courant du XVe qu'on finit eh bien, la décoration de la partie supérieure de la façade, et on considère l'édifice comme achevé en 1617. Alors, attendez, je vais remettre la façade, voilà, telle qu'on la voit actuellement. Alors la largeur du bâtiment, vous l'aurez vu, supplante la hauteur, mais cette fois ce n'est pas un choix esthétique, c'est eh bien l'on tient compte du sol vénitien où la stabilité prévaut surtout, et donc finalement elle fait 75 mètres de long sur 62 mètres de large, ce qui est assez exceptionnel. Alors 43 mètres de haut aussi, mais ça on a un petit peu plus l'habitude. Et donc la façade, comme vous le voyez, comporte 2 niveaux. Le rez-de-chaussée avec ses 5 portails, et le second niveau avec sa terrasse et ses arcs, puis ses loggias. Donc façade, comme j'ai dit, hein, du XIIIe, façade de marbre, enrichie par la suite de mosaïques, de bas-reliefs et d'objets hétéroclites, ce qui donne cette impression un petit peu de richesse, mais je trouve un petit peu bordélique. Donc inspiration orientale, on le sait, mosaïque. Alors la seule mosaïque, je l'ai mis en image ici, bougez pas. Voilà, vous la voyez, qui est la seule mosaïque originale du XIIIe qui subsiste et qui est au-dessus du premier portail de gauche. Les autres ont été refaites un petit peu plus tard, enfin même beaucoup plus tard, entre le XVIIe et le XIXe, et toutes sauf la mosaïque centrale normalement sont de mémoire relative à Saint-Marc. Alors le niveau supérieur compte bien sûr le quadrige, pillé en 1204, alors on le sait, c'est une copie avec l'original qui est en musée. Vous avez aussi les tétrarques hein, qui sont dans un mur, coincés là, donc pris aussi à Constantinople. Et donc l'étage supérieur, on l'a dit, comporte cette loggia, comporte les 4 lunettes avec les mosaïques aussi refaites, les arcs gothiques, les statues des vertus cardinales et théologales, les saints guerriers, puis le lion de Saint-Marc dans l'arc de la fenêtre centrale. Je vous remets rapidement hop, voilà, je vous remets rapidement la façade, après on verra pas forcément tout. Alors le narthex, ce qui est assez atypique, je vous le mets là, parce que eh bien c'est l'entrée, on va dire, comment dirait-on, habituelle, disons ça comme ça, des basiliques antiques et constantinopolitaines. Eh bien il présente de nombreuses mosaïques, là aussi, et l'intérieur, alors il faut le dire, l'intérieur est quand même assez impressionnant. En croix grecque,
avec 5 coupoles, avec des nefs divisées par les colonnes qui soutiennent les coupoles, avec des murs en plus de ça qui sont, comment dirais-je, très minces en marbre comme le sol, minces parce que bien faut réduire le poids du bâtiment. Et finalement, dans ce Duomo, on a cette impression que tout est oriental, alors sauf quelques éléments, la crypte, le maître-autel, mais voilà, ça donne cette impression constantinopolitaine, hein, très clairement. Alors, le plus long du travail, ce serait de décrire toutes les mosaïques qui couvrent finalement en temporalité des mosaïques du 9e au 14e. Il y a absolument tout en termes de technique comme d'inspiration, où on va du clairement byzantin à un style de plus en plus latin. Je crois qu'il y a plus de 4000 m² de mosaïques, donc fatalement l'un des plus grands ensembles du monde. Et bien sûr, vous avez en dehors du bâtiment, pour en finir un petit peu, vous avez le campanile bien connu, de 99 mètres de haut. Vous pouvez y monter alors par un escalier, je suis pas sûr. Moi j'ai pris l'ascenseur de toute façon, mais on peut y monter. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il a été entièrement reconstruit parce qu'il s'était effondré en 1902. Voilà. Alors, puisqu'on en finit, il faut reconnaître au bâtiment, vous voyez ici donc avec les 5 dômes. Alors j'enlève la tier list, enfin, les images. Il faut reconnaître au bâtiment son originalité et sa magnificence intérieure. Le problème est que, et là j'assume pour la dernière, on me l'excusera, une totale subjectivité, je n'ai jamais aimé Saint-Marc, je n'ai jamais aimé Venise. J'y suis allé 3 fois, je n'ai jamais aimé Venise. Voilà, je la trouve pas plaisante, c'est comme ça. Je ne ressens rien, je déteste ce bâtiment. Et donc je vais le mettre, alors je peux pas le mettre trop bas, mais voilà, je trouve qu'il fera une belle, comment dirais-je, poussée vers le milieu, et donc je vais le mettre en milieu parce que je ne peux pas le mettre le plus haut. Je ne suis absolument insensible à ce bâtiment que je trouve être inférieur à l'original, et quitte à voir des mosaïques, je préfère aller les voir à Constantinople. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas beau, ça ne veut pas dire que c'est pas majestueux ou que les mosaïques sont pas superbes, hein. Vous avez un vrai saisissement, mais peut-être que ça tient à la ville. Je suis profondément insensible à Venise. Je crois que Venise, c'est une de ces rares villes où c'est le tout ou c'est le rien. Soit vous êtes totalement subjugué par son originalité, par certaines de ses caractéristiques, soit vous restez sur cette impression malheureusement très touristique, très superficielle, très ville commerçante. Ça se ressent quand même assez bien, et je trouve que voilà, c'est une ville qui a encore aujourd'hui une certaine superficialité. Voilà. Voilà pour ce voyage qui s'achève. On a quand même parlé de 30 Duomo au travers de 3 vidéos, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. C'est un exercice finalement assez difficile. Avec le recul, j'ai d'ailleurs fait d'autres choix parfois, mais avec le recul, je me rends compte que même 3 sessions, ça n'est pas forcément suffisant. Donc j'essaierai de m'en souvenir pour le futur, mais je trouve que j'aurais pu en dire plus et tourner les choses de façon peut-être un petit peu moins, comment j'allais dire, faire preuve d'un autre type de pédagogie et d'une autre didactique, pour essayer de présenter plus de choses. Mais d'un autre côté, c'est très difficile parce que vous êtes dans le pire, c'est-à-dire que le plus facile, c'est de faire quelque part 2 lignes ou 20 pages. Voilà, c'est le plus simple entre les deux, parce que vous faites un choix, soit vous ne parlez de rien, et donc dans ce cas, vous citez 2-3 éléments, soit vous parlez d'absolument tout, et effectivement, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer dans des détails qui peuvent être intéressants, des anecdotes historiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que le choix de l'entre-deux est peut-être pas forcément le meilleur. D'un autre côté, le but reste toujours d'éveiller la curiosité, de partager un petit peu, et de visiter aussi des choses que bien tout le monde n'a pas la chance de voir. Alors maintenant, avec internet, il est évident qu'en 3 clics vous faites aussi bien, mais voilà, moi je trouvais ça important parfois de servir un petit peu de modeste guide. Voilà. Donc voilà pour ce soir.
Je suis content d'avoir pu faire ça en stream. Pour le reste du programme, eh bien écoutez, vendredi, il n'est pas certain que je puisse streamer du jeu vidéo, parce que c'est vraiment pas tout en haut de mes priorités, mais si j'ai à le faire, ce sera vraiment improvisé. Dimanche, normalement, nous parlons de christianisme et paganisme, donc au travers d'un livre, bien entendu, ce n'est pas une présentation historique, c'est une petite chronique littéraire habituelle. Et mercredi prochain, pour boucler la boucle de la semaine, normalement nous avons une réception avec Pierre qui viendra nous parler de La Bête dans la jungle. Voilà, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu de réception. Donc voilà, ce sera toujours avec plaisir. Et normalement, on en aura avec Skiros qui devrait, au mois de septembre, finir la révolution industrielle. Voilà. Donc eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne fin de semaine, et puis on se retrouve soit vendredi, ce qui n'est pas certain, soit dimanche en stream ou malheureusement directement sur YouTube. Je vais voir en fonction du temps dont je dispose. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis écoutez, je vous dis à bientôt.